On assiste, c'est assez frappant, à un véritable basculement sur l'axe Washington-Alger. Hier encore, c'était les menaces, les critiques, le spectre des sanctions. À peine voilé, oui. Exactement. Et aujourd'hui, changement de ton radical. On parle partenariat stratégique. Les Américains multiplient les gestes d'ouverture. C'est une réorientation, disons, majeure qui est en train de redessiner pas mal de choses au Maghreb et même au-delà. Ah oui, un virage à 180 degrés, c'est le moins qu'on puisse dire. Presque trop beau pour être vrai, non? On passe d'un Washington qui montrait Alger du doigt, qui voulait presque l'isoler. C'est ça. À une administration qui, demain, peut-être, lui déroulerait le tapis rouge. Alors la question, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer en coulisses ? Pour une telle pirouette, quelle est la vraie nature de cette lune de miel soudaine entre deux capitales qui hier se regardaient en chien de faïence? Il y a forcément quelque chose derrière les sourires diplomatiques. Forcément. Et c'est justement ça qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Comprendre les calculs, les intérêts cachés derrière cette nouvelle façade. Il y a bien sûr les enjeux énergétiques, cruciaux en ce moment. Fondamentaux. La question sécuritaire au Sahel qui est brûlante. Et puis il y a cette toile de fond, la grande compétition entre puissances où l'Algérie, qu'elle le veuille ou non, devienne une pièce maîtresse. Un pivot de plus en plus convoité. Alors, prenons un symbole de ce revirement qui est assez parlant. Marco Rubio. Il faut se souvenir d'où il vient, ce sénateur républicain. Ah oui, le faucon. Figure des faucons du parti, oui. Il n'avait pas de mots assez durs pour Alger. Il tapait sur les droits humains, il dénonçait les contrats d'armement massifs avec la Russie, les fameux Sukhoi qui agaçaient tant Washington. Et les systèmes S-400 aussi. Et les S-400, bien sûr. Il critiquait les entraves à la liberté de la presse. Il était même allé jusqu'à demander des sanctions, le gel d'avoirs, la suspension de toute aide militaire américaine. Pour lui, l'Algérie, c'était l'enfant terrible, non aligné, qui défiait l'ordre occidental. Et là, projection, imaginons, janvier 2025, une nouvelle administration Trump s'installe. Et, surprise, ou peut-être pas tant que ça pour qu'il lie la réelle politique, Rubio est nommé secrétaire d'État. Le voilà patron du State Department. Mars 2025. Scénario possible. Le ministre algérien des Affaires étrangères est reçu à Washington. Tapis rouge, poignée de main chaleureuse, flash des photographes, et Rubio, tout sourire, qui parle de l'Algérie comme d'un partenaire stratégique indispensable. La volte-face est... spectaculaire, on pourrait dire. Acrobatique, oui. Alors, est-ce que c'est une conversion sincère, une révélation sur le chemin de Washington, ou est-ce que c'est juste du pur calcul politique, le réalisme qui prend le pas sur l'idéologie ? C'est sans doute là qu'il faut chercher la clé. Il faut probablement laisser de côté la grille de lecture un peu simple, démocratie contre autocratie, qui était chère à l'administration Biden. Une hypothétique doctrine Trump 2.0, si on en croit les think tanks qui planchent dessus, elle serait obsédée par une seule chose: contenir la Chine. L'obsession chinoise. Exactement. Contenir l'influence globale de la Chine. Et pour ça, Washington aurait besoin d'alliés. Pas forcément des modèles de vertu, mais des alliés utiles. Des pays qui contrôlent des ressources, qui ont une position géostratégique clé, et surtout, qui ne sont pas encore complètement dans l'orbite de Pékin ou de Moscou. Et là, dans cette optique très transactionnelle, très pragmatique, l'Algérie coche soudainement beaucoup de cases. D'accord, ça c'est le calcul américain. Mais qu'est-ce qui rend l'Algérie si précieuse, si stratégique aujourd'hui, concrètement ? D'abord, sa géographie. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Au nord, la Méditerranée, l'Europe juste en face. Au sud, cet immense Sahel en pleine déstabilisation. Un vrai chaos. Oui, où les groupes djihadistes, AQMI, l'État islamique au Grand Sahara, prospèrent sur les faillites des États. À l'ouest, le Maroc, le voisin rival. À l'est, la Libye, toujours pas stabilisée. L'Algérie est vraiment au cœur de cet arc de crise. Et c'est un pays continent, avec une armée qui est considérée comme l'une des plus puissantes d'Afrique, et des services de renseignement, disons, respectés. Oui, redouté même parfois. Mais son atout le plus intéressant aujourd'hui, c'est peut-être, et c'est là le paradoxe, cette fameuse indépendance, cette posture de non-alignement qu'on lui a si souvent reprochée. Exactement. Pas de base militaire étrangère sur son sol, ça c'est une ligne rouge absolue pour Alger, c'est dans son ADN anticolonial. Pas de dette écrasante envers la Chine, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, ce qui lui laisse les mains libres. Et surtout,
Pas d'alignement automatique, Alger parle à tout le monde, Moscou, Washington, Pékin, Paris, Ankara, mais sans jamais se lier les mains. Et cette posture qui pouvait sembler dépassée, Anachronique, oui. la rend aujourd'hui incroyablement courtisée dans ce monde multipolaire éclaté. Elle a les coups des franches. Et ça, dans le jeu actuel, ça vaut de l'or. C'est une constante de leur diplomatie, en fait. Tout à fait. Et un des domaines où cette liberté, ses atouts se voient le plus, c'est bien sûr l'énergie, le gaz en particulier. Le contexte, tout le monde le connaît, hein. Depuis l'invasion en Ukraine en 2022, l'Europe est en panique énergétique. Clairement. Elle a d'énormes réserves, les 4e d'Afrique, je crois, et surtout, elle a les infrastructures. Les gazoducs existent. Le Transmed qui passe par la Tunisie vers l'Italie, et le Medgaz direct vers l'Espagne. Bon, même si les flux avec l'Espagne ont été compliqués par la brouille sur le Sahara occidental... Oui, c'est un point important, et... Mais la capacité est là. D'ailleurs, l'Italie n'a pas perdu de temps. Dès 2023, le groupe Eni a signé un méga contrat avec Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, pour augmenter les livraisons de 9 milliards de mètres cubes par an. L'Allemagne aussi regarde de très près. Oui, mais attention, la partie n'était pas gagnée d'avance pour les Occidentaux. Il ne faut pas oublier que Moscou, de son côté, avançait ses pions sur le dossier gazier algérien. Gazprom, le géant russe, Bien sûr. était en discussion très avancée avec Sonatrach. On parlait d'investissements russes dans l'exploration, la production en Algérie, de transfert de technologie, peut-être même de projets communs pour exporter ensemble. Si la Russie arrivait à mettre la main, disons, sur une partie importante du potentiel gazier algérien, c'était un coup très dur pour la stratégie européenne de diversification. D'accord. Et c'est là qu'interviendrait cette fameuse administration Rubio-Trump avec une approche, plus directe. Plus offensive. Ça prendrait quelle forme cette contre-offensive américaine sur le gaz ? Mais une offensive sur plusieurs fronts a priori. D'abord, des promesses d'investissement américains massifs dans le gaz naturel liquéfié, le GNL. L'Algérie veut développer cette filière qui permet de transporter le gaz par bateau, donc plus flexible que les gazoducs. Oui, ça désenclave. Exactement. Washington dirait « on vous aide, on investit ». Ensuite, deuxième volet, proposer des technologies américaines de pointe, notamment la fracturation hydraulique, le fameux fracking, pour exploiter les réserves de gaz de schiste qui seraient importantes en Algérie. Un sujet sensible, mais l'offre serait sur la table. Avec toutes les questions environnementales que ça pose. Évidemment. Et troisième point, des propositions très concrètes de co-entreprises. Mettre Sonatrach en partenariat avec les géants américains, genre ExxonMobil ou Chevron. L'objectif est clair, hein, c'est couper l'herbe sous le pied de Gazprom, ancrer l'Algérie énergétiquement à l'ouest. Mais en présentant ça comme une opportunité, un partenariat gagnant-gagnant, pas comme une pression. D'accord, le jeu sur le gaz, on voit bien. Mais il y a un autre terrain où l'Algérie est devenue absolument clé pour les Occidentaux et peut-être encore plus spécifiquement pour Washington. C'est le Sahel. Ah oui, le Sahel. C'est le deuxième grand dossier. Depuis le retrait français de Barkhane en 2022, la situation sécuritaire dans la région s'est dramatiquement dégradée. C'est le moins qu'on puisse dire. Un vide stratégique s'est créé. Et ce vide, il a été très vite rempli ou exploité, principalement par la Russie, sous différentes formes. Au Mali, on a vu le groupe Wagner s'installer comme partenaire sécuritaire de la junte. Devenu Africa Corps maintenant, officiellement ? Oui, rebaptisé, mais c'est la même logique. Au Niger, après le coup d'État, rapprochement accéléré avec Moscou, discussion sur la coopération militaire. Au Burkina Faso, même dynamique, avec un fort sentiment anti-français et une porte grande ouverte à l'influence russe. Moscou tisse sa toile. Et dans ce paysage assez sombre où l'influence occidentale recule et où la menace djihadiste est toujours là, eh bien l'Algérie apparaît un peu comme le dernier rempart solide. C'est elle qui a cette immense frontière de 1200 km avec le Mali. C'est elle qui a des capacités de surveillance, d'intervention dans la zone. On parle de drones, d'unités spéciales qui connaissent bien le terrain, qui traquent AQAMI ou l'IGS depuis des années. Et ça, à Washington, même en privé, on semble l'admettre. Il y a eu une fuite, bon, toujours à prendre avec précaution, Toujours, oui. dans Foreign Policy, qui attribuait à Rubio cette phrase assez forte « L'Algérie est notre meilleur atout contre l'expansion russe en Afrique ». Si c'est vrai, ça donne à Alger un levier énorme, une sorte de dépendance fonctionnelle des Américains. Mais c'est aussi un rôle potentiellement lourd à porter, non ? Devenir le gendarme régional par défaut. C'est un équilibre très délicat pour Alger, c'est certain. Mais la Russie n'est pas la seule puissance qui préoccupe les Américains dans la région. Et en Algérie même, il y a la Chine. Et là, l'influence est différente, plus économique, plus
Insidieuse peut-être. La fameuse invasion silencieuse. C'est un peu l'image qu'en ont certains à Washington, oui. Depuis 15-20 ans, Pékin a tissé une toile économique très dense en Algérie. L'exemple le plus connu, c'est l'autoroute Est-Ouest, un projet pharaonique réalisé en grande partie par le géant chinois du BTP, CSCE. Il y a eu le déploiement de la 5G par Huawei, et puis il y a ce projet très stratégique, le nouveau grand port en eau profonde d'El Hamdania, près de Cherchell, à l'ouest d'Alger. Ah, Cherchell. Oui, ça fait grincer des dents à Washington, c'est sûr. Un port en eau profonde, financé, construit par une entreprise d'État chinoise, China Harbour, juste là, en Méditerranée, si près de l'Europe, sur une route maritime essentielle. Pour une administration américaine focalisée sur la rivalité avec Pékin, comme celle de Trump-Rubio pourrait l'être, c'est... Le cauchemar. Le cauchemar géopolitique, oui. L'idée qu'il puisse un jour servir de base, même discrète, pour la marine chinoise en Méditerranée occidentale, c'est juste inacceptable pour le Pentagone. Bon, est-ce que c'est une crainte réaliste ou un fantasme agité pour mettre la pression sur Alger? Difficile de trancher, mais la perception, elle, est bien là, à Washington. Cette perception, elle justifierait donc une contre-offensive américaine, aussi sur le plan économique, pour essayer de rééquilibrer les choses face à la Chine. Les pistes qui sont évoquées, ça va au-delà de l'énergie. On parle de financement alternatif via l'USAID, l'agence américaine de développement, pour concurrencer les prêts chinois, souvent critiqués pour leur manque de transparence. Les fameux pièges de la dette. Voilà, on parle aussi d'offres de formation pour les militaires algériens dans les grandes écoles américaines comme West Point pour créer du lien. Et même, selon certaines rumeurs, des discussions pour créer une zone franche américaine en Algérie, probablement près d'Alger ou d'Oran, pas à Tanger au Maroc comme ça a été dit par erreur dans une source, ça n'aurait aucun sens. L'idée, c'est vraiment de tenter de réancrer l'Algérie à l'ouest par tous les moyens face à ce qu'ils voient comme une présence chinoise excessive. Bon, donc on a Washington qui pousse ses pions, gaz, sécurité au Sahel, contre-influence chinoise. On a Moscou qui défend ses acquis, militaires et énergétiques. On a Pékin qui continue son bonhomme de chemin. Et Alger au milieu de tout ça. Elle fait quoi? Elle choisit son camp, finalement? Eh bien, justement non. Et c'est ça qui est fascinant et peut-être le plus malin de leur part. Elles semblent refuser de choisir. Elles pratiquent ce qu'on pourrait appeler un jeu d'équilibre permanent. Une sorte de multi-alignement très pragmatique. Regardez, elle peut discuter sérieusement gros sous avec Gazprom. Et en même temps, négocier des contrats d'exploration avec ExxonMobil. Elle reste un client majeur de l'armement russe. tradition historique. Oui, mais elles achètent aussi des drones turcs et elles regardent de près ce que proposent les Américains ou les Européens. Elles confient la construction de ces infrastructures aux Chinois, mais elles déroulent le tapis rouge aux investisseurs du Qatar ou de Turquie dans l'agroalimentaire ou le tourisme. Elles prennent un peu partout sans se lier exclusivement. C'est la diplomatie de l'équilibriste, oui. Poussée à l'extrême. Il y a cette citation d'un diplomate algérien anonyme qui résume bien ça, je crois. On ne divorce pas avec la Russie, on ne se marie pas avec l'Amérique, on flirte avec tout le monde. C'est audacieux. Et il faut reconnaître que dans le désordre mondial actuel, cette stratégie, elle a l'air de fonctionner. Ça semble porter ses fruits, oui. Refuser l'alignement exclusif, garder toutes ces options ouvertes, jouer des rivalités entre les grands. C'est peut-être ça la nouvelle recette du succès pour les puissances moyennes. Ne pas choisir, est-ce que c'est la meilleure façon de gagner en influence, en autonomie? Ou alors est-ce que c'est juste repousser le moment des choix difficiles? Un pari risqué sur le long terme, parce que maintenir cet équilibre, ça demande une sacrée agilité et ça expose à des pressions constantes de tous les côtés. C'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est que ce rapprochement potentiel Washington-Alger, même s'il est encore hypothétique, conditionné à ce qui se passera aux États-Unis, ce n'est pas une histoire d'amour naissante, hein. Non, clairement pas. C'est de la pure réalpolitique, du calcul d'intérêt froid, des deux côtés. Et ce cas algérien, il illustre bien une tendance plus globale qu'on observe. On voit la première puissance mondiale, les États-Unis, obligée de négocier, de séduire, là où avant elle aurait peut-être pu imposer les choses plus directement. C'est vrai. Et on voit aussi des pays du sud global. L'Algérie est un bon exemple, mais on peut penser à la Turquie, à l'Inde, au Brésil, à l'Arabie Saoudite, qui ne se contentent plus de subir l'agenda des grands. Ils jouent leur propre jeu, ils choisissent leurs partenaires au cas par cas, en fonction de leurs intérêts. Ils deviennent des acteurs incontournables, des faiseurs de roi dans ce nouvel ordre mondial multipolaire qui est en train de se dessiner sous nos yeux.
Tout à fait. La puissance aujourd'hui, ça ne se mesure plus seulement en nombre de porte-avions ou de têtes nucléaires. Ça se mesure aussi en contrôle des gazoducs, en maîtrise des technologies comme les drones, l'IA, en capacité à nouer des alliances flexibles, parfois surprenantes. Et dans ce jeu-là, l'Algérie, avec sa géographie, ses ressources, son armée, mais surtout, je crois, avec cette culture politique d'indépendance farouche, eh bien, elle semble remarquablement bien tirer son épingle du jeu. Elle navigue habilement. Elle navigue habilement, oui. Elle apparaît maîtresse de ses choix, incontournable sur plein de dossiers, presque. Courtisée. C'est assez ironique quand on repense aux critiques d'il y a quelques années. Pour une fois, c'est peut-être Washington qui fait antichambre à Alger, et pas l'inverse. Mais attention, cette position centrale, cette indépendance retrouvée, ça attire les convoitises, et ça comporte aussi des risques. L'équilibre, par définition, c'est fragile. Et c'est là qu'on touche au fond du problème, qui dépasse le seul cas de l'Algérie. Ce jeu d'équilibre très sophistiqué qu'elle mène, cette façon de jongler entre les offres américaines, les liens russes, la présence chinoise, les attentes européennes, tout ça, ça fonctionne dans une conjoncture internationale bien précise. Une conjoncture faite de rivalités fortes et d'alliances de plus en plus transactionnelles. Exactement. Et la vraie question, c'est combien de temps ça peut durer ? Quelle est la pérennité de ces partenariats qui sont basés uniquement sur des intérêts du moment ? Si demain, l'administration américaine change encore de cap, si la Chine décide de surenchérir pour s'assurer une forme de loyauté, si la Russie trouve un autre moyen de peser dans la région, qu'est-ce qu'il restera de ce rapprochement spectaculaire qu'on décrit aujourd'hui ? La réelle politique, c'est un jeu sans fin, sans état d'âme, sans garantie. Les cartes sont toujours rebattues. Et c'est peut-être ça qui doit nous faire réfléchir sur la nature même du pouvoir et des relations internationales au XXIe siècle. Un monde de plus en plus fluide, opportuniste et au fond, profondément imprévisible.